Bienvenue à l'épisode numéro 1 de notre balado Sortir du moule, où nous explorerons notamment les frontières innovantes du recyclage et de la valorisation des matières plastiques. Nous débuterons avec un focus sur un projet pilote audacieux en Gaspésie, où les matières plastiques recyclées prennent une nouvelle vie dans l'asphalte. Comment cette idée a-t-elle émergé? Quels sont les défis et les opportunités de ce projet? Nous partagerons les témoignages des acteurs clés du projet et discuterons de l'impact potentiel sur l'environnement et l'économie locale. Ensuite, nous naviguerons à travers les méandres des législations sur les matières plastiques. Dans ce labyrinthe réglementaire, comment les entreprises, les gouvernements et les consommateurs peuvent-ils s'y retrouver? Nous démêlerons ensemble les fils de ces réglementations. Pour terminer, nous plongerons dans le monde fascinant du marché des matières plastiques recyclées. Pour qui, comment et pourquoi dans un cas bien spécifique. Joignez-vous à nous pour une exploration approfondie de ces thèmes captivants, où innovation, écologie et économie se rencontrent pour redéfinir notre rapport au plastique. On débute dans moins de 30 secondes. Sortir du moule est une production d'Alliance Polymère Québec, un créneau d'excellence de la démarche Accord du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec. Plongez avec nous dans le monde fascinant de l'industrie québécoise des plastiques et des matériaux composites. Restez connectés sur l'avenir de l'industrie. L'aventure commence maintenant avec votre animateur, Simon Chrétien. L'introduction de matières plastiques recyclées dans l'asphalte, que l'on appelle aussi enrobé bitumineux, est le sujet de nombreux essais à divers endroits dans le monde depuis des années. Eh bien, ce n'est maintenant plus un projet réalisé seulement à l'étranger, c'est aujourd'hui une réalité au Québec et plus précisément en Gaspésie. J'ai l'immense plaisir de recevoir Mme Nathalie Drapeau, directrice générale de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, et M. Grégory Hersan, consultant en chimie verte de Consulchem. Ensemble, ils portent avec leur équipe un projet innovant prometteur de valorisation de matières plastiques recyclées issues de la collecte municipale dans l'asphalte, une initiative pionnière au Québec. Alors, Madame Drapeau, Monsieur Hersan, bonjour, bienvenue à notre balado. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, merci. Oui, très bien. Eh bien, si vous le permettez, on va commencer tout de suite avec votre projet d'asphalte à base de plastique recyclé. Est-ce que vous pourriez me décrire plus brièvement c'est quoi exactement que vous avez développé, puis comment ça se distingue de l'asphalte ou enrobé bitumineux qu'on parle aussi, là, de ce qu'on appellerait l'asphalte conventionnelle, parce que c'est assez nouveau comme procédé. Ben, en fait, je peux faire la grande image, puis Grégory pourra compléter avec les détails plus techniques, mais chez nous, on était un petit peu coincé avec un gisement de plastique souple, des sacs plastiques, les films, les stretches, ce type de matière-là. Et on cherchait quoi faire avec, et de fil en aiguille, et Grégory pourra en dire plus, mais l'application qui est ressortie, qui était gagnante, c'était d'en faire des flocons qui pouvaient être introduits dans la fabrication de l'enrobé bitumineux, parce que c'est le langage qui est utilisé dans le milieu. Donc, l'enrobé bitumineux, et que ça vienne peut-être soit prendre la place d'un certain polymère qui était déjà utilisé, ou sinon bonifier les propriétés là, de l'enrobé en soi. Donc, pour nous, c'était parfait parce que ça offrait là, un marché potentiel pour cette matière-là qui est très mal aimée actuellement, mais qui est encore générée et produite et générée par l'ensemble des usagers, le citoyens et autres entreprises. Donc, pour nous, ça faisait plein de sens, là, surtout qu'on est loin, on est en région, donc de développer ça, de trouver une façon d'introduire ces flocons de plastique-là. Puis l'enrobé bitumineux, ben, c'est un grand potentiel là, quand même au Québec. Alors avec l'ETS, ben, on était pas l'ETS, mais oui, l'ETS, ils ont réussi là, à démontrer que il y avait des propriétés intéressantes pour lesquelles peut-être Grégory pourra en dire plus. Ben justement, M. Hersan, comment vous avez développé ce produit-là? Quel processus vous avez suivi pour arriver au résultat final? Ben, je dirais dans un premier temps, comme Nathalie disait, initialement, on a vraiment identifié le potentiel. La plupart des projets qu'on voit ailleurs dans le monde au niveau des plastiques, ça va être plutôt des PET qui vont être introduits dans les enrobés. Sous des latitudes différentes du Québec aussi, donc il y a des contraintes. Donc en fait, on a approché, comme disait Nathalie, l'équipe de l'ETS d'Alan Carter et on a fait un premier projet, en fait un projet MITAX avec eux pour évaluer le potentiel d'introduire ces plastiques dans différentes proportions au sein d'un enrobé bitumineux standard, je dirais, qui est utilisé au Québec.
Donc, il y a plusieurs paramètres qui ont été étudiés. On a regardé les propriétés à basse température, les propriétés donc à plus haute température. L'idée étant que ce type de polymères sont des polymères quand même assez fragiles. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un effet plastifiant donc vraiment important. Donc, c'est ce qu'on voulait vérifier au sein donc, d'un enrobé. Est-ce que justement un enrobé qui contient ce type de plastique va moins craquer avec la variation de température, avec le mouvement du sol, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on a vues. On a regardé aussi, l'ETS a regardé la malléabilité, donc rapidement. Est-ce que ça se manipule bien? Est-ce que ça se compacte bien? Donc tout un ensemble de tests mécaniques normalisés donc, ont été faits donc, pour vérifier ça. Puis établir, je dirais aussi, un point important, la masse volumique de l'enrobé bitumineux est énorme. Donc, introduire une quantité de plastique qui est un composé très léger, c'est des gros volumes, des masses importantes. Donc, il fallait déterminer en fonction du gisement disponible la proportion, je dirais, minimale et maximale, en fait, qui pourrait introduire pour pouvoir avoir une application donc, à plus grande échelle. Donc, ça, c'est des choses qui ont été faites aussi. Donc, il y a plusieurs projets, plusieurs itérations qui ont été faites. Puis, il y a une planche d'essai qui a été déposée dans la région de Victoriaville donc, durant l'automne. Donc, et là, l'idée, c'est cette planche d'essai, elle est monitorée. Donc, on va suivre son évolution, donc passer l'hiver, passer une année complète et voir le comportement donc, en conditions réelles, au roulement, etc. Donc, de cet enrobé-là. D'accord. Et vous avez parlé justement que la matière plastique utilisée était surtout du PET. Est-ce que vous avez essayé d'autres matières ou c'est la seule qui répond bien au... Non, c'est pas du PET, Ah, OK. justement, c'est ça. La plupart des applications qu'on voit, il y a peu ou pas d'applications avec des plastiques souples, ça commence. Nous, c'est principalement du polyéthylène basse densité pour des questions de point de fusion aussi par rapport à la température d'application donc, de l'enrobé. Donc, c'est vraiment, comme disait Nathalie, tout ce qui est sac plastique, stretch, film, donc des polymères qui vont fondre à des températures relativement basses. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on recherchait dans ce type de composé. Puis, je passerai peut-être la POC à Nathalie. Mais en fait, on utilise, ce qui est particulier aussi dans le projet, c'est qu'on n'utilise pas les plastiques sous forme de granules, mais sous forme de flocons. Donc, c'est vraiment une autre façon donc, de conditionner le plastique. Donc, plutôt que de faire une granule par extrusion, c'est plutôt donc de faire un flocon, de densifier donc, le plastique. Donc, c'est vraiment des petites particules qui sont introduites, ce qui représente beaucoup d'avantages au niveau production donc, industrielle. C'est ça, parce que nous, toute cette histoire-là, hein, c'est une histoire ça fait 3 ans hein, qu'on travaille sur le projet. L'idée, c'était d'en arriver à être en mesure de produire des flocons, premièrement en petite quantité, parce que nous, on est en région, on n'a pas un gisement comme d'autres centres de tri. Hein. C'est du plastique, ce sont des films plastiques post-production, post-consommation. Et on voulait une ligne sans eau, c'est-à-dire qui ne nécessitait pas de conditionnement des plastiques là, qui impliquaient l'utilisation de l'eau. Donc, à ce moment-là, ça évite tout rejet. C'est ce qu'on recherchait. Alors, la production sous forme de flocons, la chaîne est assez simple. On broie les plastiques, ils sont déchiquetés à ce moment-là, ils passent à travers un processus de densification. Il y a une forme après ça, à travers une forme de tamisage, puis ça fait des flocons qui sont accumulés dans des sacs. Alors, le bitumier, lui, quand il veut utiliser ces flocons-là, puis c'est ce qui a été testé lors de la planche d'essai de cet automne, c'est de prendre le sac de flocons et tout simplement l'incorporer à leur mélange qui contient des autres ingrédients puis pour faciliter la préparation par le bitumier. Donc, on voulait vraiment une chaîne qui était sans émission et qui, pour le bitumier, ne représentait pas de défi technique là, ou de contraintes. OK, d'accord. Justement, puis vous avez parlé de vos pellicules plastiques pour éviter d'avoir à les nettoyer. Est-ce que vous pouvez vous permettre d'avoir une certaine souillure des matières ou ça doit être des plastiques post-consommation, mais comme des sacs de pain ou ces sacs qui n'auront pas été contaminés par différents produits? Ou vous pouvez vous permettre d'avoir un certain degré de souillure pour éviter d'avoir à les laver? Ben, il y a un petit degré de petits contaminants. Là. Donc, les sacs ne sont pas lavés. Les citoyens les déposent au bac là, comme
D'habitude, évidemment, là, les sacs qui ont trop de contaminants dedans, nous, on les retire. Hein. Ils ne feront pas partie de la chaîne de transformation. Là. Puis on a remarqué d'ailleurs, là, quand il y a eu la planche d'essai, oui, il y a eu, ils ont fait l'observation là, de quelques éléments là, sur le plan visuel. Là. Il y a un petit bout de lacet là, qui s'est retrouvé, entre autres. Mais c'était mineur. Là. Alors, c'est ça qu'il faut... pour nous, ça va être ça le défi. Hein? Ça va être de produire un flocon... le conditionner, le préparer de façon telle qu'il soit exempt de la très grande majorité des contaminants pour ne pas nuire aux opérations subséquentes là, au niveau du bitume. Mais quand on a fourni, nous, les sacs pour produire les premiers flocons, là, on n'a pas fait attention à ça. Là. On a vraiment été, voici ce qu'on reçoit, voici ce qu'on envoie. Donc, pour tester aller jusqu'aux barrières ou jusqu'aux limites de la réalité, en fait, de ce qu'on récoltait, nous, en centre de tri, là, au niveau du quotidien. D'accord. Puis, est-ce que ça a permis d'apporter des bénéfices à l'enrobé bitumineux ou à l'asphalte par rapport à celle conventionnelle? Vous pensez qu'on va pouvoir améliorer ses propriétés ou on reste équivalent ou au contraire, on diminue ses propriétés pour avoir plus de nids de poules? Est-ce qu'il y a des mesures ou des essais qui ont été faits là-dessus? Oui, je dirais que intuitivement, on aurait pu s'attendre à ce que, au départ, en fait, dans les premiers essais, ce qu'on a vu rapidement, c'est qu'on aurait pu s'attendre à ce que les propriétés mécaniques soient meilleures, donc à plus haute température, mais c'est l'inverse qui s'est produit. Donc, à basse température, la dureté donc de l'enrobé est vraiment donc supérieure. Donc, il y a vraiment un effet qui est étudié de façon donc très poussée par l'ETS actuellement. Il faut savoir que le plastique, il joue deux rôles. Il remplace une fraction du bitume, donc qui représente à peu près 5 à 6% donc, de l'enrobé total. Donc, je dirais qu'il y a un 20% au maximum qui va être remplacé par du plastique. Puis, il joue aussi le rôle de matériau de remplissage avec le granulat. Donc, il a comme un double rôle aussi. Donc, il va se répartir entre les deux faces puis assurer donc quand même une très bonne cohésion. Je dirais que c'est ça. Au niveau de la résistance, l'ornirage, etc., c'est des choses qu'on vérifie actuellement. On va les vérifier à la fois au laboratoire, mais aussi avec la planche d'essai. Donc là, on va vraiment voir. On s'attend à ce que le matériau soit plus dur, un peu plus dur. Il est un peu plus difficile à mettre en forme, mais je mets des bémols parce que le partenaire bitumier qui l'a travaillé a trouvé ça très acceptable. Mais il est un peu plus dur à compacter. Ce qu'on anticipe, c'est un produit qui va être un peu plus résistant, donc mécaniquement, probablement. Donc, un avantage pour nos routes au Québec. Oui, voilà. Puis là, il a vraiment été testé, je dirais, il y a plusieurs couches d'asphalte. Là, c'est vraiment l'enrobé de surface. Éventuellement, je pense que l'ETS va le tester comme enrobé, donc de sous-couche aussi, pour voir un peu l'impact. Mais là, actuellement, c'est vraiment, il est exposé. C'est la dernière couche, en fait, d'enrobé qui est déposée sur la route. Okay, donc, la couche la plus mise à mal. Oui, exact. Exact. Dans les éléments aussi, nous, en tout cas, qui était important pour nous, là, aussi de suivre et de documenter, on voulait absolument pas générer de relargage alors ça, c'est un autre élément qui est suivi parce que oui, il y a la première planche d'essai qui s'est réalisée à Victoriaville avec la collaboration de Sintra et de la ville, bien sûr. Et la prochaine étape, nous, c'est une portion de rue à la ville, sur le territoire de la ville de Percé, qui mène au Géoparc parce qu'eux avaient déjà un projet de rue éco-consciente. Alors, l'idée, c'était de voir comment on peut réutiliser un maximum de matière résiduelle dans le cadre de ce projet-là. Alors là, ça va être vraiment une section beaucoup plus longue qui va se réaliser. Puis, ça va être de documenter aussi, de maintenir le suivi de ces différents paramètres-là. On ne sait pas comment ça va se terminer, là, cette histoire-là, mais on pense qu'on tient un bon filon. Maintenant, il faut demeurer vigilant, puis maintenir la collaboration avec l'ETS, notre consultant Grégory, pour s'assurer qu'on se dirige vers quelque chose qui a une voie d'avenir. Là. Moi, je pense qu'on a une voie d'avenir pour une matière qui est pas intéressante actuellement, mais qui est encore générée. Alors, il y a encore beaucoup de défis. Ça fait 3 ans, mais il semble que 3 ans, c'est court là, dans la vie d'un projet comme celui-là. Alors, nous, on maintient l'effort sur ce projet.
Ah ben c'est génial, puis c'est intéressant, puis on pourra se reparler peut-être pour voir la suite, là, Mm. suite à ce projet pilote-là de cette écoroute, là. Mais justement, une question qui me vient, c'est quel accueil reçoit votre projet de la part des firmes d'ingénierie ou du ministère des Transports et autres, qui sont habitués de spécifier dans leur devis un enrobé qui est conventionnel, classique, et là, on est assez nouveau. Est-ce qu'il y a une ouverture ou il y a une réticence de la part des intervenants de ce côté-là? Tu veux que je commence, Nathalie? Ben, on a rencontré au début du projet, puis on n'avait pas ces résultats-là, le ministère des Transports du Québec. On va sûrement leur reparler prochainement parce que là, on a une formulation qui fonctionne. Il y avait un intérêt pour eux. Absolument, ils étaient très intéressés à savoir. Il faut savoir qu'ici, les routes qui sont couvertes, c'est les routes municipales, donc qui sont de juridiction municipale, des routes secondaires. On n'est pas sur la 132, donc ça c'est une autre, je dirais une autre game. Mais oui, il y a un intérêt qu'il va falloir poursuivre. Je dirais que c'est d'autres exigences aussi. Donc, mais oui, il y avait un intérêt de la part du ministère des Transports d'avoir plus d'infos sur ce projet-là. Mhm. Puis du côté, ben, nous, moi, c'est certain que là, les démarches qu'on fait actuellement, c'est au niveau du milieu municipal, justement pour les routes secondaires. Euh, ben, c'est certain qu'il y a un intérêt. Nous, en région, il y a un intérêt, clairement. Mais parce que ce qu'on veut, c'est réduire les distances parcourues par les matières résiduelles générées. Donc, cet intérêt-là, ben, il faut le traduire à travers, avant tout, des projets pilotes. Il faut faire la démonstration. Et c'est pour ça, tu sais, que la ville de Percé a levé la main très, très rapidement dès le début du processus. Puis c'est ça qui est bien, là. C'est que ça nous permet de démontrer, tu sais, vraiment sur le terrain, puis de rassurer tout le monde sur la faisabilité, sur la, 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 la durabilité, bon, et tous les aspects là, qui peuvent être questionnés par les firmes d'ingénierie. Donc, on a reçu beaucoup de questions. On a reçu aussi des appels de d'autres municipalités au Québec, d'ingénieurs aussi. Maintenant, tout le monde veut voir, tu sais, bon, la planche d'essai, alors qu'est-ce que ça donne? Et c'est ça il faut avoir la patience, un petit peu la patience d'obtenir ces résultats-là. Mais nous, comme je disais, on va poursuivre avec l'autre étape au niveau de la deuxième planche d'essai grandeur nature. Je pense que ça va venir confirmer là, à première vue. Enfin, ce que j'entends de l'ETS, moi, je me fie beaucoup à nos collaborateurs, à nos partenaires, puis eux, ils sont positifs. Moi, quand ils sont positifs, je suis de bonne humeur, là, tout va bien. Alors, ça regarde bien, je pense que ça augure bien. Donc, si on vient qu'à mettre une conclusion là-dessus, c'est que c'est prometteur pour le Québec. À date, les résultats que vous avez obtenus laissent présager qu'on a une solution technologique intéressante pour valoriser nos plastiques et en même temps améliorer nos routes. C'est l'objectif recherché. Puis je pense qu'on est sur la bonne voie, comme je disais tout à l'heure. Je ne vais pas me répéter, mais effectivement, je pense qu'on est sur la bonne voie. Ben, génial. Ben, merci beaucoup. En tout cas, on va suivre ça de près. Puis on se reparle peut-être l'année prochaine, là, quand vous aurez une année supplémentaire en ayant passé un hiver pour voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. Ben, Madame Drapeau, Monsieur Hersan, un gros merci. Puis on se reparle très bientôt. Merci, merci à vous. À bientôt, merci. C'était Madame Nathalie Drapeau, directrice générale de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, et Monsieur Grégory Hersan, consultant en chimie verte de Consulchem. Les différentes législations sur les matières plastiques se multiplient et se complexifient à grande vitesse. Il est de plus en plus difficile de s'y retrouver, surtout avec l'annonce récente de la décision de la Cour fédérale d'annuler le décret du gouvernement fédéral qui classait les articles en plastique comme étant toxiques en vertu de la loi sur la protection de l'environnement. Pour démêler ce sujet que l'on pourrait décrire comme aride, j'ai le plaisir d'accueillir notre collaborateur spécial, Roger Tambay, avocat et notamment directeur du développement durable de la Society of Plastic Engineers, la SPI, section de Québec. Alors bonjour Roger, merci de te joindre à moi aujourd'hui. Oui, bonjour Simon. Merci beaucoup de m'inviter à ton premier balado et félicitations pour toutes les choses, les bonnes choses que tu fais avec Polymère Alliance Québec pour l'industrie. Bien, merci beaucoup. Écoute, si tu le veux bien, on va commencer tout de suite en tombant dans le vif du sujet. Il y a beaucoup de législations ces temps-ci qui apparaissent dans le paysage politique, notamment au gouvernement du Canada. Il y a un nouveau règlement qui interdit les plastiques à usage unique, qui a d'ailleurs été contesté en cours. Mais avant de parler de ça, est-ce que ce serait possible pour toi de nous donner un bref aperçu de quelle est cette réglementation là, qui interdit ces plastiques? Bien sûr. Alors voici, c'est un règlement qui est rentré en vigueur le 20 décembre 2022 et il interdit la fabrication, l'importation et la vente de certains articles en plastique à usage unique. On parle ici de sacs d'emplettes,
les ustensiles en plastique, les récipients alimentaires fabriqués de certains plastiques que le règlement dit problématiques, les anneaux pour les emballages de boissons et les bâtonnets et les pailles en plastique. Alors, c'est quoi les plastiques à problème? Selon le règlement, c'est la mousse de polystyrène, le PVC, les articles qui renferment du noir de carbone et les articles qui ont des additifs qu'on dit oxodégradables. Pour les pailles en plastique flexible, il y a des exceptions, heureusement. On parle ici pour les patients d'un hôpital ou d'un établissement médical ou de longue durée. Ces patients-là, ils peuvent toujours se servir, on peut toujours leur distribuer des pailles en plastique flexibles. Ce qu'on sait moins un peu, là, c'est que le règlement exige aussi la tenue d'un registre d'exportation. On en parle moins souvent, mais c'est bien indiqué au règlement. Alors, toute personne qui fabrique ou importe à des fins d'exportation un article en plastique à usage unique doit conserver pendant 5 ans le nom, la quantité, les dates de fabrication, la date et la quantité exportée. Et pour les importateurs qui vont exporter des articles par la suite, ils doivent aussi donner des informations sur l'importation et l'exportation et ainsi de suite. Alors, c'est ça un peu, en gros, le règlement. Ça ratisse quand même assez large. Oui, effectivement. Et là, justement, le 16 novembre dernier, la Cour fédérale a annulé le décret du gouvernement fédéral qui classait ces articles en plastique comme étant toxiques en vertu de la loi sur la protection de l'environnement. Et ils l'ont fait même rétroactivement en disant, il la déclarant nulle et illégale à la date de son enregistrement le 23 avril 2021. Là où j'ai de la misère à comprendre, c'est que vu que le règlement a été adopté le 16 novembre dernier, mais que son enregistrement le 23 avril, comment on démêle ça? Puis en même temps, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Puis à quoi on peut s'attendre avec cette décision de la Cour? Bon, excellente question. Bien, justement, la décision, elle ne change pas grand-chose dans le court terme parce que la loi de 2023, en 2023, la loi avait été modifiée. Puis la contestation, elle portait sur une version antérieure de la loi. Donc, elle n'affecte pas la version la plus courante. Tant et aussi longtemps que la nouvelle loi, donc modifiée, n'a pas été contestée, elle est en vigueur. Là, vous allez me dire que c'est une technicalité. C'est une technicalité, c'est vrai, mais elle est importante. On peut se poser alors la question, pourquoi est-ce que le ministre a porté la décision en appel telle qu'il a été rapporté par les médias? On parle ici de la décision de la Coalition pour une utilisation responsable du plastique contre Canada, Environnement et Changement climatique. En réalité, ce n'est pas une demande en appel, c'est une demande de contrôle judiciaire. Ce que ça veut dire, c'est que le ministre Guilbeault, il demande de réexaminer la décision, probablement parce qu'il est sous l'impression qu'elle est fondée sur une conclusion de fait erronée, c'est-à-dire sans tenir compte des 600 publications scientifiques qui ont été déposées. Il veut donc une nouvelle décision, plutôt que d'argumenter à savoir s'il y a compétence pour décider ou pas sur ce domaine de compétences-là. Alors, un petit rappel sur la décision. La juge a déclaré que le fédéral ne pouvait pas être convaincu que tous les articles en plastique sont toxiques juste parce qu'ils sont en plastique, parce que ça ne prend pas compte de leur dimension, de leur propriété et de la probabilité qu'ils se retrouvent dans l'environnement et qu'ils causent des dommages. La Cour a aussi noté que l'Environnement Canada avait déjà tiré des conclusions et mené une analyse approfondie à l'égard des plastiques à usage unique dont on a parlé tantôt, avant de les interdire. Mais Environnement Canada n'a pas fait cette analyse poussée pour tous les articles à plastique. Donc, la toxicité n'a pas été prouvée. À quoi on peut s'attendre? On peut s'attendre à plus de réglementation, mais plus de réglementation précise pour éviter ce genre de problème dans le futur. Donc, ça ne nous aide pas tant, puis ça fait juste que les prochaines réglementations vont être articulées autrement, si je comprends bien, pour être sûr que ce ne soit pas contestable. Oui, exactement. Bon. Et dans cette même ordre d'idée-là, on ne s'améliore pas. On a d'autres règles qui s'en viennent. Là. D'ailleurs, le gouvernement du Canada, ils sont en train de procéder au développement de règles sur le contenu recyclé et l'étiquetage des plastiques. C'est un autre type de réglementation qui va s'ajouter. Comment on pourrait présenter ça? Là? À quoi ça va consister? Est-ce que tu as un petit résumé pour nous? Et tu touches sur un point. Tu sais, l'industrie du plastique a été largement non réglementée. Puis là, on nous demande quasiment d'être premier de classe comme immédiatement. Fait que c'est comme tout un changement. Bon, alors la notion de recyclabilité, pour répondre à ta question, ça a toujours reposé sur le fait que les plastiques, surtout les thermoplastiques, ça peut être transformé et retransformé maintes fois.
Mais ça, au sens de la loi, ça va changer. Il y aura 3 conditions à rencontrer. La première, c'est qu'il doit y avoir un système de collecte gratuit pour au moins 80 % de la population d'une province. Et dans les milieux urbains, la collecte doit se faire 2 fois par mois. Deuxième condition, le rendement de tri, il doit être aussi de 80 % pour une catégorie de plastique, par exemple le polypropylène. Troisièmement, au moins 80 % du volume des balles qui sont produites par les centres de tri doivent trouver preneur et être transformés en autres articles en plastique, pas en produits chimiques. Donc, ça devient très exigeant de recevoir la possibilité d'apposer le logo recyclable sur un article. Alors, pour le logo recyclable, lui aussi, il va changer. On va tasser le 1 à 7, là, le triangle avec les flèches, et au centre, on indique 1 à 7. Maintenant, ce que ça va être soit un crochet vert ou noir, dans le cas où l'article est recyclable, ou un X noir ou rouge s'il n'est pas recyclable. Donc, ça change beaucoup les choses. Ensuite, il va y avoir des exigences minimales au niveau du contenu recyclé dans beaucoup d'articles, surtout dans l'emballage souple et rigide. Alors, d'ici 2030, les emballages souples, brièvement, ils devront renfermer entre 30 et 50 % de contenu recyclé post-consommateur, tout dépendamment de l'épaisseur du film. Et si c'est dans de l'emballage alimentaire, on parle de 10 % d'ici 2028, 20 % d'ici 2030 et 30 % d'ici 2035. Dans l'emballage rigide, on parle de entre 40 et 60 % dépendamment du type de résine et à condition de ne pas être en contact avec les aliments. Si c'est en contact avec les aliments, ben, ça ressemble à l'exigence du souple, c'est-à-dire 10, 20 et 30 % d'ici 2035. L'exception, c'est pour les bouteilles. Alors, les bouteilles rigides de boissons, pardon, pas de poisson, doivent renfermer au moins 60 % de contenu recyclé d'ici 2030. Puis, selon le règlement, c'est quoi du contenu recyclé? C'est tout plastique qui a été détourné par les utilisateurs et qui étaient des utilisateurs résidentiels, commerciaux, industriels ou institutionnels. On s'attendait à recevoir une mise à jour à la fin de l'année 2023, mais après communication avec Environnement Canada, on semble plutôt on s'attend à recevoir de l'information en février-mars sur plus de précision. Et dans ces plastiques qu'on doit catégoriser recyclables, pas recyclables, en intégrer des pourcentages, tout ça, est-ce que ça s'applique au niveau même des produits qui sont importés ou seulement les produits qui sont manufacturés au Canada? Ça s'applique à tous les produits qui sont fabriqués ou importés, que les emballages soient remplis ou qu'ils soient non remplis. Donc, ça vise tous les propriétaires de marques, d'emballage, ceux qui vendent sous leur propre marque, sous une marque de commerce. Et il faut comprendre que cette législation-là, son but, là, c'est de réduire les déchets de plastique. En fait, l'objectif, c'est 0 déchet plastique d'ici 2030. On ne parle pas de 0 déchet, on dit 0 déchet plastique. Puis ça, c'est un problème. Parce que l'effet de la loi, il pourrait être néfaste. Parce que lorsqu'on remplace le plastique, par exemple dans l'emballage alimentaire, lorsqu'on l'élimine, ben on augmente les chances de causer du gaspillage alimentaire. On sait que le plastique est très utile pour contenir les aliments. Le gaspillage alimentaire, ben, ça génère des gaz à effet de serre nocifs, par exemple le méthane. Ensuite, si on remplace le plastique par de la fibre, ben, on sait que même si la fibre est recyclée à, par exemple, 70 % en Europe, elle est quand même 2 fois plus présente dans les déchets que le plastique ne l'est. Donc, je trouve qu'on devrait se concentrer sur le recyclage et surtout sur le surcyclage pour réduire la consommation de plastique vierge, se concentrer sur la réduction de déchets, mais de s'acharner au plastique, on va voir ce que ça va donner. Et donc, on pourrait tous être affectés parce que ça pourrait bien augmenter les déchets et
les gaz à effet de serre. Ben, ça va amener d'autres problématiques, c'est sûr, parce qu'on remplace un par l'autre. Les gens sont habitués de consommer d'une façon, puis je pense pas que ça va changer, ça va juste déplacer le problème. Ouais, voilà. On ne pourra plus appeler ça du plastique, ça va être un autre matériau, puis là, on verra si on refait un combat pour cette nouvelle matière-là. On le voit avec les nouveaux ustensiles en bambou ou la multiplication des contenants en carton, puis Oui, les oui, pailles en tout à fait. carton, puis tant qu'à moi, c'est une catastrophe, mais ça, c'est un autre débat. Mais justement, en même temps, tu as parlé tout à l'heure de registre, qu'il fallait Ouais, tenir un registre. Là, ouais. il y a justement une consultation qui se fait actuellement et la législation va être mise en vigueur sous peu là, pour tenir un registre fédéral sur les plastiques. Comment ça va s'articuler tout ça? Bon, alors, effectivement, on est maintenant en période de consultation publique jusqu'au 13 février. Concernant le registre fédéral, il vise à créer un inventaire de données des flux de plastique au Canada. Okay? Alors, on peut aller envoyer un courriel simplement à Environnement Canada et puis faire ses commentaires par rapport à l'information qui est sur leur site web. Alors, ce que c'est que tout producteur d'un produit en plastique et tout fournisseur d'un service qui gère les plastiques en fin de vie devra fournir des informations, par exemple, le type de résine, les quantités utilisées, ce qu'ils ont fabriqué, leur source, la catégorie de l'article mis en marché sur le marché canadien, la quantité collectée en fin de vie qui a été détournée, recyclée, transformée en produits chimiques, envoyée à des décharges ou encore compostée. Il faut même rapporter les méthodes employées pour mesurer les quantités qui ont été rapportées. Et maintenant, on parle de quelle résine et quel article. Alors, la liste, elle est très longue et elle est assez complète, merci. Alors, rapidement, on parle bien évidemment des emballages souples et rigides, y compris ceux qui sont réutilisables, les produits jetables, par exemple les rasoirs, les équipements électroniques, articles de sport, jouets, outils électriques, pneus, plastique en construction, dans les véhicules de transport, dans les produits blancs, c'est-à-dire par exemple les appareils de réfrigération, les plastiques agricoles, même les bouées de sauvetage et les textiles sont compris. Et pour les résines, ben, c'est toutes les résines qu'on connaît, là, polypropyl, polyéthylène, PET, PVC, ABS, nylon, polyuréthane, tous les thermodurcissables, même les résines biodégradables, qu'elles soient naturelles ou non, tout est indiqué. Alors, c'est une liste très longue et je pense très, très positive. Oui, et espérons que cette information sera utilisée de façon intelligente par nos décideurs et que les décisions législatives, les réglementaires vont suivre les observations qu'on fait plutôt que d'être motivés par d'autres intérêts. Oui, espérons aussi que ça va être constructif et plus pour aider et avoir des outils supplémentaires pour pouvoir valoriser les ressources. Ça, l'avenir nous le dira. Oui. Écoute, en terminant, c'est quand même déjà juste, on vient de parler de réglementation fédérale et on n'a pas parlé de réglementation provinciale, municipale, parce qu'en plus des diverses législations dont on vient de parler du gouvernement du Canada à l'égard des plastiques, il y a le gouvernement du Québec qui a présenté le 15 novembre dernier son projet de stratégie de réduction et de gestion responsable des plastiques qui va probablement mener à de la législation provinciale. Il y a aussi la Ville de Montréal, notamment, qui a adopté un règlement municipal qui est entré en vigueur le 28 mars 2023, qui interdit l'utilisation d'articles en plastique à usage unique. Comment il est possible de se retrouver dans tout ça? Là? Comment s'intègrent les diverses législations provenant des paliers de gouvernement différents? Qui a préséance sur quoi? Là? Parce que là, la Ville interdit des choses que le provincial ou le fédéral n'interdit pas. Le fédéral interdit d'autres choses. Comment on démêle ça? Oui, c'est une série de questions à développement. On pourrait y passer des heures. Bien, comme tu le disais, on pourrait quasiment faire une thèse de doctorat, peut-être, si tu veux continuer à revenir aux études. Et c'est effectivement difficile, mais il y a espoir, puis on va essayer de démêler ça un peu. Là. Alors, justement, un des objectifs non écrits de la stratégie québécoise, c'est d'orienter la province et de s'en tenir moins aux municipalités petites ou grandes pour légiférer. Puis ça fait du sens parce que le sujet de plastique est tellement généralisé que c'est logique que la province donne les directives, pas les municipalités. Ensuite, quand ça vient à la question de fédéral-provincial, c'est un autre enjeu. Il s'agit de la compétence des paliers gouvernementaux. Les deux se préoccupent de la protection de l'environnement, que ce soit par des règlements, des mesures fiscales, des droits d'émission de carbone, par exemple. Alors, le fédéral, lui, il tire sa compétence du fait
que la pollution n'a pas de frontières. Autrement dit, il y a des enjeux interprovinciaux et internationaux. Donc, ils ont le droit le fédéral a le droit de légiférer dans le domaine des plastiques et aussi, avec leurs compétences en droit criminel, ils peuvent instaurer des infractions qui poursuivent un intérêt national légitime, par exemple le contrôle des substances dangereuses. Le Québec, lui, y tire son pouvoir sur l'environnement en fonction de son champ de compétences sur les droits de propriété, par exemple les terres publiques de l'État, les forêts, donc l'environnement. Alors, en principe, il ne faut pas qu'il y ait conflit entre les lois provinciales et fédérales, mais ça peut arriver. Mais pour l'environnement, on peut dire qu'en général, c'est un champ de compétences où il y a coopération et coordination. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on interprète des lois qui peuvent être adoptées sur le même sujet? Alors, si ça arrive, ben, on les interprète de façon non conflictuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si le provincial adopte un règlement qui dit que pas moins de 1 ppm d'arsenic dans un résidu est toléré et que le fédéral dit pas moins de 5 ppm, ben, c'est la norme québécoise qui s'applique parce que 1 ppm, c'est moins que 5 ppm. Mais on ne dit pas que la loi fédérale est invalide. On dit juste qu'elle est moins sévère. Alors, la norme québécoise l'emporte même si les deux s'appliquent. Alors, pour s'y retrouver, il faut être à l'affût. Malheureusement, l'ignorance n'est pas un moyen de défense. Donc, les organismes comme Polymère, Alliance Québec, peuvent aider les plasturgistes d'être à l'affût de ce qui s'en vient. Donc, à la base, je pense que c'est de partir de la législation provinciale, parce que si je comprends bien, elle est toujours plus restrictive habituellement. Donc, en s'assurant de respecter les règlements de la province où on est sûr de ne pas se tromper. C'est ça. Et ensuite, d'être sûr que notre interprétation correspond aussi avec l'interprétation de la loi fédérale. Et puis là, ben, on est OK sur le sujet. Mais comme c'est relativement nouveau, je crois qu'il va sûrement y avoir d'autres causes devant les tribunaux, beaucoup de jurisprudence. Bien sûr. Ça va se préciser avec les années. L'interprétation de tout ça va sûrement prendre sa place. Oui, et les nouvelles lois aussi et règlements qui s'en viennent. Oui, à suivre encore. Ils ont l'air d'avoir beaucoup de plaisir à taper sur les plastiques. Ouais. Merci beaucoup, Roger. C'est très apprécié. J'espère que ça l'a éclairci les différents aspects de la législation sur les plastiques au Québec, au Canada pour les auditeurs. Puis on aura l'occasion sûrement de s'en reparler, de retraiter de la question au fur et à mesure que ça évolue, parce que, comme on vient de le mentionner, ça n'est que le début. Donc, il y a sûrement beaucoup d'autres surprises qui nous attendent. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Roger. Puis au plaisir de te parler très bientôt. Au plaisir. C'était notre très estimé collaborateur, M. Roger Tambay, avocat et notamment directeur du développement durable de la Society of Plastic Engineers, la SPI, section de Québec. Que diriez-vous d'explorer les défis et les opportunités liées à la réutilisation des plastiques dans l'industrie? En se concentrant sur la manière dont Excel Polymère contribue à cette révolution écologique, la prochaine entrevue permettra de démystifier le processus de recyclage des matières plastiques et d'examiner comment ces pratiques influencent le marché actuel des polymères. Pour découvrir comment l'entreprise redéfinit l'avenir du recyclage des plastiques depuis 20 ans déjà, j'ai le plaisir de recevoir M. Hans Fortin, directeur général, et M. Éric Fradette, président d'Excel Polymère. Alors, messieurs Fortin et Fradette, bienvenue. Merci de vous joindre à notre balado. Bon, bienvenue. Merci. Merci de nous accueillir. Ça fait plaisir. Écoutez, on va enchaîner tout de suite avec des questions pratiques parce que le sujet est quand même connu et mal connu. Là. Les matières plastiques recyclées, on en entend de plus en plus parler, mais c'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce qui se recycle, qu'est-ce qui est, même si c'est recyclable, ça va être recyclé, qui peut se départir de matière, qui peut s'approvisionner de matières recyclées. Puis avec l'expertise de votre entreprise, puis même de vos connaissances personnelles, je pense être les bonnes personnes pour aider les gens à démystifier ce sujet-là. Et je vais commencer peut-être pour les gens, vous présenter là, plus dans le terme de matière. Quelle sorte de matière on peut retrouver dans une entreprise comme la vôtre et sous quelle forme? Vas-y, mon gars. J'y vais, je me lance. Écoutez, ce qu'on trouve comme produit ici, en fait, nous, on recycle des matières plastiques et surtout des matières de commodité, je dirais. Beaucoup de ce qui est de polypropylène, de polyéthylène, de polystyrène. Aussi de l'ABS. On a aussi des compounds qu'on fait d'ABS et de polycarbonate. Mais je dirais le plus gros volume de ce temps-ci en 2024, je dirais pratiquement 60% de notre production en ce moment est en polypropylène. Ouais. Nos matières, c'est des matières qui viennent surtout des matières, ce qu'on dirait, de sources post-industrielles. C'est des rejets industriels. C'est-à-dire que tous les mouleurs en injection, en
en extrusion ou quoi que ce soit, génère des rejets industriels, que ce soit sous forme de pièces manquées, mal colorées ou de purges Fait que c'est ce genre de matériel-là que nous, on s'apprévisionne à la grandeur du Québec, je dirais l'Est du Canada et le nord-est des États-Unis. Ouais. Puis à ça aussi, Éric, peut-être j'ajouterais qu'on s'approvisionne aussi quand même en post-consommation, mais des biens qui ont été utilisés dans des industries. Donc des palettes, des bacs, des choses comme ça. C'est pas nécessairement des matières qui sortent des centres de tri, mais c'est des matières qui ont été utilisées et consommées. Donc qui se qualifient comme post-consommation. Je vais vous donner une petite idée, là, juste des fois, on ne sait pas c'est industriel, c'est quoi, il y a une matière qu'on récepte qui suscite un peu d'intérêt souvent de des Frappe gens. l'imaginaire. Ça frappe un peu l'imaginaire, oui. C'est des rejets de couches d'incontinence. Vous savez que les fabricants, je ne dirais pas de matière post-consommation, hein, c'est plus les fabricants, les usines qui fabriquent en fait des couches génèrent des rejets. C'est-à-dire que le tissu comme tel, c'est 100% polypropylène, qui est 100% recyclable. C'est-à-dire les rejets, là, comme on peut dire l'entrecuisse, on peut imaginer un peu la coupe, la découpe de ces rejets-là. Ben, c'est une de nos sources de matière parmi tant d'autres. Ouais. Mais on appelle ça quand même un rejet industriel. Oui, ben c'est ça. Ben, en fait, c'est dans le procédé de transformation. La matière n'a pas été souillée, n'a pas été utilisée, mais il y a quand même des rebuts de coupe. On a les équipements ici pour densifier le produit, l'extruder, c'est-à-dire le faire fondre, pour le filtrer s'il y a eu des contaminants, puis changer les propriétés de la matière. Ça, quand on parle de propriétés, c'est au niveau de l'impact, redonner de la résistance ou augmenter la fluidité. C'est toutes des choses qu'on peut faire, nous, ici, en cours de procédé. D'accord. Et les gens qui vous alimentent en matière, est-ce qu'ils vous vendent leur matière, ils vous la donnent? Est-ce qu'ils doivent payer pour que vous preniez cette matière-là? On achète la matière. C'est-à-dire qu'il y a un marché, qui s'est créé depuis, nous, ça fait 20 ans qu'on travaille chez Excel Polymère. On travaille à l'éducation puis pour acheter la matière le plus propre possible, parce que c'est des matières nécessairement post-industrielles qui ont été dans les usines. Mais il s'est créé un marché, puis c'est un prix au kilo, tout dépendant des spécifications de la matière, tout dépendant de la quantité, de la qualité. La forme aussi, si c'est une pièce où elle arrive déjà en flocon, si on veut. Ça fait qu'il y a des prix selon le type de matière, puis comment de traitement on doit mettre aussi. Parce qu'il y en a des fois qui nous sont offerts gratuitement, mais habituellement, ça implique toujours un traitement manuel. OK, puis d'ailleurs, vous parliez de prix, là. Est-ce qu'il y a un marché du polymère ou du plastique recyclé, un peu comme la bourse, ou si c'est chacun qui fixe les prix comme il veut, selon la demande, ou s'il en veut, il n'en veut pas? Comment ça fonctionne, la fixation des prix? C'est un marché, oui, il y a un marché c'est un marché d'offres et de demande, si on peut dire. C'est-à-dire que nous, on se compare, en fait, on suit beaucoup l'indice de la résine vierge. Les résines vierges, que ce soit polypro ou polyéthylène ou polystyrène, ça bouge, ça bouge continuellement. Je veux dire, c'est un marché, c'est comme à la limite de l'essence dans ton auto. Aujourd'hui, il est à 1,57 $, demain, il est à 1,62 $. Ça bouge beaucoup, hein. Les polymères, les plastiques, c'est des dérivés souvent de pétrole ou de gaz naturel. Donc, il y a un marché qui fluctue. Et même pour eux, même pour les fabricants de résine vierge, c'est aussi un marché un peu d'offre et de demande, et le coût des matières premières. Et nous, ça suit le même flot, je dirais à peu près. Ouais. Et donc, tout dépendant de la matière, du coût de la matière vendant, on associe le prix en conséquence. Oui, c'est une industrie où il faut peut-être des bonnes connaissances de tes prix de revient, parce que tu es toujours en relation avec ton prix de vente. Donc, il faut que tu comprennes, selon le prix d'achat, si tu vas être capable de faire des profits ou non. Donc, faut que tu comprennes très bien tes opérations. Oui, puis j'imagine de suivre le coût de la matière vierge a un impact, étant donné que vous compétitionnez directement cette matière-là. Puis même si des fois les gens sont prêts à payer un peu plus cher pour ce genre de matière-là, ils peuvent pas, ils n'ont pas n'importe quelle limite. On est encore au point que les gens achètent, en fait, nos clients achètent beaucoup de matières recyclées, mais souvent par souci d'économie aussi, là. On est encore là. On n'est pas, on vend la matière, mais
on est compétitif à la résine vierge, ça c'est sûr. Ouais. Ouais. OK, bien c'est vraiment intéressant parce qu'on a l'habitude d'entendre que la résine vierge, étant donné, la résine est toujours moins chère que la résine recyclée parce qu'il doit y avoir des traitements supplémentaires de fait sur la matière recyclée. Mais dans votre cas, probablement du fait qu'elle est post-industrielle et qu'il y a moins de nettoyage ou de traitement à faire, c'est ce qui vous permet d'avoir des plus beaux coûts. Mais c'est une bonne nouvelle, ça, de voir que c'est compétitif et que les gens peuvent offrir des produits recyclés sans avoir de coûts supplémentaires à payer. Absolument. Absolument. Puis il faut respecter en plus autant les paramètres de la résine vierge. Je veux dire que peu importe le produit, on n'a pas le choix. Je veux dire, au niveau des spécifications, il faut être égal, sinon supérieur à la résine vierge, avec une constance. Puis en plus, Alain, tu peux en parler, et en plus, le gain, ben, c'est au niveau du la décarbonisation et puis site d'enfouissement. Côté environnemental, c'est sûr que c'est très bénéfique. À prix comparatif, on prend de la matière, dans le fond, qui a été détournée des sites d'enfouissement. Et puis, il y a un haut facteur d'évitement aussi en termes de carbone. On a fait des études, ce qu'Éric fait référence, c'est qu'on a fait une étude très détaillée et certifiée par le Conseil des industries durables sur notre performance environnementale. Et puis, ce qui est ressorti, c'est que le facteur d'évitement est de 2,7 tonnes de CO2 par tonne de plastique recyclé dans notre cas. Donc, il y a un évitement majeur à chaque fois que tu es côté environnemental. Là, c'est très bénéfique, le plastique. C'est un gros avantage. C'est quoi une tonne de CO2? Une tonne de CO2, oui. Merci, Eric, parce que là, on est tellement dans le détail, on vient qu'on oublie. Les comparatifs, c'est que, dans le fond, ce qu'Éric fait allusion, c'est que en 2021, on a fait l'évitement, dans le fond, de 42 000 tonnes de CO2. Puis ça équivaut à planter 210 000 arbres dans un an. C'est l'équivalent de 10 000 voitures retirées de la route. C'est l'équivalent de la consommation électrique de 135 000 foyers. Donc, c'est pour dire que le plastique a un gros impact environnemental. Ça vaut la peine comme ça. Puis, vous parlez tout à l'heure que la matière, vous deviez respecter des standards, des spécifications techniques très précises, puis qui devaient dépasser même la résine vierge. C'est quoi le procédé et les traitements que vous devez faire subir à la matière pour être capable de contrôler justement ces paramètres-là à la sortie? Quand on dit, nous, recycler un produit ou la compounder ou la revaloriser, conditionner, on essaie de se démystifier un petit peu dans tout ça. C'est que dans le cours de notre production, si on veut, la matière, elle est fondue. C'est-à-dire que tout ce qui est une matière solide, que ce soit quand je parlais de couches, là, mais n'importe quel produit sous forme solide ou flexible, nous, ici, on va les déchiqueter, on va les rendre à une granulométrie qui est travaillable avec un flow. Et on va passer oui, tout est testé, oui. C'est juste une précision, mais dans le fond, tous les intrants qui rentrent dans l'usine doivent être testés pour les propriétés physiques. Ça, c'est très important pour nous. Oui, puis où on se démarque ici aussi, c'est qu'on on investit beaucoup aussi dans la capacité de mélange pour uniformiser les lots ou des batchs, on peut dire. Là. On a des silos, on a à peu près, on est rendu à presque 19 silos. On en a 13 présentement, on en a 7 autres en commande. c'est tous des silos qui sont mélangeurs. C'est-à-dire que, pour bien comprendre, une fois que la matière est granulée, que ce soit un polypropylène ou un polystyrène ou peu importe, la qualité passe par l'uniformité de la matière. C'est-à-dire qu'on va uniformiser des lots là, de 20 000 kg ou 40 000 kg pour que ce soit le plus constant possible, le plus uniforme possible. Ça, uniforme au niveau des caractérisations de la matière. Ouais. Puis par la suite, c'est une fois qu'on a nos paramètres, qu'on sait qu'est-ce qu'on a mélangé ensemble ou qu'est-ce qu'on a à produire, c'est là où on va faire fondre le produit dans des lignes d'extrusion. On a 5, on a 6, on travaille sur une 6e ligne d'extrusion en ce moment. C'est-à-dire qu'on fait fondre le produit une fois il était liquide, on est capable de le filtrer. Vous savez, les filtres, c'est une filtration là, qui est à peu près de 100 mèches, 120 mèches. Pour donner une idée, c'est comme un filtre, on va dire comme un ça ressemble d'un gros frisbee, un gros frisbee qui a des trous au laser dedans. Mais c'est ça, la matière est liquide, passe au travers de ce filtre-là
pour capter tout contaminant qu'il y aurait eu, soit de papier, de carton ou des fois de plastique qui font à plus haute température. Et par la suite, c'est remis à l'état solide. C'est comme on peut imaginer des genres de petits brins de spaghetti qu'on va découper. Mais c'est fait là, à des niveaux si on parle des machines qui font 500, 1000, 1200 kg à l'heure. Puis après, on retourne en silo pour remélanger, pour uniformiser les différents lots. Donc, nos clients, eux, ils peuvent recevoir des camions-citernes jour après jour, puis ça a l'air toujours du même lot, alors que les intrants étaient complètement disparates. Nous, notre force, c'est les formulations, c'est savoir mélanger quoi avant et après. C'est là que, je te dirais, Excel se distingue des autres. Oui, puis ce que je comprends même, c'est un des enjeux souvent des détenteurs de marque ou ceux qui sont propriétaires de produits. Ils ont besoin d'avoir une uniformité dans l'approvisionnement, puis lorsqu'ils font, surtout pour des produits plus techniques, ils font des spécifications, ils vont faire des certifications ou valider des besoins spécifiques. De pouvoir avoir un approvisionnement constant, c'est un enjeu. Donc, de travailler avec un procédé comme le vôtre, ça offre cet atout-là, si je comprends bien. Absolument. Oui. Puis, sans ça, on ne serait pas capable d'expédier en vrac camion jour après jour et puis respecter les caractéristiques demandées de nos clients. Donc, c'est vraiment là, c'est le côté mélange sur lequel on se distingue qui nous donne cette force de frappe-là. Si je me fais l'avocat du diable ou essayer de donner un coup aux gens qui ne sont pas au recyclé, si je comprends bien, puis on résume, vous avez de la matière qui est uniforme d'un lot à l'autre, puis d'un transport à l'autre, et vous avez une résine qui est dans un prix compétitif avec le vierge. Donc maintenant, quelles raisons ont les détenteurs de marque pour ne pas migrer au recyclé, si je comprends vos explications? Il n'y a plus personne qui a d'excuses? C'est sûr que toutes les matières qu'on recycle, c'est des... Les couleurs est un enjeu aussi. Si c'est une pièce noire, oui, il n'y a pas d'enjeu. Je veux dire, il n'y a pas d'enjeu. On peut utiliser de la matière recyclée à 100%. Mais là, nous, les couleurs, toutes les couleurs sont mélangées ensemble. Hein? Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute à peu près on rajoute un léger pourcentage de noir de carbone pour noircir la matière. Fait que c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'une couleur plus pâle, sachant que les couleurs, c'est difficile de pâlir des produits. Hein? Effectivement, ça, l'enjeu, vous venez de mettre le doigt dessus. Oui. Mais c'est là qu'on commence à réfléchir aussi quel genre de partenariat qu'on pourrait développer, parce qu'on voit bien qu'il y a des tendances dans l'industrie qui veulent aller vers là, mais c'est de trouver, ça nous prend aussi les bonnes sources d'approvisionnement, les bons partenaires. Ça prend un client, dans le fond, qui va pouvoir nous appuyer aussi. Donc, mais ça fait partie des défis du recyclage du futur, si on veut étendre les gammes de produits. Oui, effectivement. Puis peut-être même que la recherche, sûrement qui se penche déjà sur la question, mais de voir à la décoloration, être capable d'extraire les colorants, peut-être que ce serait un coup de pouce là, pour vous aider dans votre travail. Ah, c'est sûr que s'il y avait une baguette magique qui pourrait faire ça, ça serait le fun. Oui. Absolument. C'est un des défis. Puis l'autre défi aussi, c'est de faire entrer, si on veut, la matière recyclée dans des industries qui habituellement n'utilisent peu de matière recyclée, qu'on pense l'automobile ou l'emballage alimentaire, des choses comme ça. Donc, c'est tous des marchés là, dans lesquels ça serait intéressant de s'attaquer dans le futur. Mais si on revient à la base, là, pour recycler du produit, comme je dis, ça fait presque 30 ans que je suis dans l'industrie du recyclage de matières plastiques. Mais tout passe par l'éducation. Tu sais, l'éducation, comment recycler, comment bien recycler ou quel produit qui est recyclé. Puis c'est une question qui est vraiment pas facile. Puis même nous qui a toujours été dans l'industrie, c'est un casse-tête tout le temps. Ça passe par le design du produit. L'éco-conception. L'éco-conception. Hein, si le produit a été pensé qu'en fin de vie, il peut se retrouver soit dans un bac bleu ou soit ailleurs, mais qui soit recyclable, qui ne soit pas contaminé. Quand je dis contaminé, c'est comme, si je dis on va dire, je ne sais pas, moi, si on pense un sac de chips, par exemple, qui est peut-être différentes couches laminées avec de l'aluminium dedans, des choses qui sont peu recyclables. Là. Ça, c'est difficile à recycler.
Il se retrouve avec même si le sac est hyper mince, il peut avoir 3, 4, 5 couches de polymères différents. Ça prend des polymères qui sont compatibles quand on va les recycler en propriété physique puis en couleur aussi. Oui, exactement. Fait que c'est tout qu'un casse-tête, mais que vous avez réussi à maîtriser au fil des ans. Puis avec ce qu'on voit de votre évolution, vous le maîtrisez plus que bien. Merci. Écoutez, juste en terminant, le dernier mot, on a parlé des extrants, qu'il y a beaucoup de possibilités. En termes d'intrants, pour que si jamais les gens qui se disent hey, j'ai de la matière à me départir qui est en post-industriel, c'est quoi les critères pour prendre de la matière? Est-ce qu'il y a des volumes minimums? Il y a des types de matières que vous prenez, d'autres que vous ne prenez pas? En dehors des zones, on a parlé tout à l'heure de résines qui pourraient venir de produits, par exemple dans les laboratoires, qui sont très peu souillés, mais qui peuvent avoir une certaine contamination. Ça peut être vous parlez de rejet, de purge. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en a un sac, vous contacte, ou il faut attendre d'avoir ramassé une coupe de caisse? Bien, c'est sûr qu'ici, il faut savoir qu'on recycle environ 1,3 million de kilogrammes par mois à peu près en ce moment ici. C'est sûr que nous, quand on récupère, on recycle, on va chercher de la matière, c'est souvent des camions, c'est des 53 pieds, là. Mais des gens qui désiraient, exemple, comme des produits comme laboratoire, des choses comme ça, c'est sûr que souvent, il faut commencer à quelque part. On ne peut pas dire, hey, ça nous prend absolument des volumes X. Nous, on est toujours prêt à commencer à comme je disais tantôt, c'est un peu une question d'éducation, c'est qu'est-ce qui est recyclable, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui peut... C'est souvent aussi c'est le triage à la source. C'est sûr que si on nous amène, exemple, on va essayer de penser, je ne sais pas moi, des fioles qui viennent au laboratoire, puis que la seringue, pas la seringue, mais le bouchon est en polypro, le tube est en polyéthylène, ou c'est sûr que la personne qui les utilise ne peut pas savoir ou déterminer ça. Des fois, c'est écrit, des fois, c'est pas écrit. Mais il ne faut pas se décourager, mais il faut y aller. C'est un produit à la fois, une étape à la fois. Il y a un triage à la source. Qu'est-ce qui est recyclable? On le recycle. Qu'est-ce qui ne l'est pas? Ben, il faut qu'il soit détruit. Ça ne sert à rien de nous amener des produits ou d'avoir des produits qui même avec la meilleure intention, mais si on est obligé de se départir ou de jeter le corps des produits ou mettre de la main-d'œuvre, par la suite, c'est plus complexe. Oui, puis l'autre chose aussi, c'est que des fois, il peut y avoir des regroupements d'entreprises ou de laboratoires. Là, je dis laboratoire, c'est pas nécessairement des produits que vous voulez viser, mais de certaines organisations qui ont des produits, des fois, ils peuvent se rassembler puis regrouper leur matière pour pouvoir avoir un volume suffisant qui est plus intéressant à disposer. Oui, et puis le recyclage aussi, je crois que c'est bon de mentionner qu'on est dans je te dirais, on est à l'avant-garde de la circularité. Donc, s'il y en a qui veulent se mettre à utiliser aussi des matières recyclées, s'ils ont des rejets, bien nous contacter, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut développer comme partenariat pour développer des boucles de circularité. C'est là la force, je pense, qu'on peut intervenir, là, puis on peut améliorer les choses. Oui, excellente idée. Il n'y a rien de mieux que d'en jaser. Puis des fois, il y a des opportunités qu'on n'aurait pas cru possibles, qui deviennent possibles parce que là, on développe quelque chose là, qui ne se faisait pas avant. Si on veut faire des nouvelles choses, il faut essayer des choses qu'on ne faisait pas. Vous aviez bien dit. Bien, messieurs, merci beaucoup. Je vous souhaite bonne chance. Puis on se reparle très bientôt pour suivre l'évolution de vos projets. Absolument. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Merci. Merci. Bye-bye. C'était M. Hans Fortin, directeur général, et M. Éric Fradette, président d'Excel Polymère. Voilà, c'est déjà tout pour ce premier épisode de Sortir du moule. Ne ratez pas le prochain épisode alors que nous aborderons les emballages intelligents, l'intelligence artificielle et la valorisation des revues de matériaux composites. Pour rester connecté sur l'industrie québécoise des plastiques et des matériaux composites, visitez polymerequebec.com. C'était Simon Chrétien et je vous dis au mois prochain.